peut-être avant qu'on démarre, on va se présenter rapidement avec Emmanuel pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Et hop, avant de lancer la suite. Emmanuel, je te laisse te présenter. Allez, donc Emmanuel Savry-Moutou, mon nom doit s'afficher peut-être. J'ai la chance de travailler au sein d'Optime Ressources et d'y être associée depuis 13 ans. Je suis une ancienne RH et j'interviens en tant que coach, en tant que consultante et en tant que formatrice en management. Et en particulier, je suis porteuse au sein d'Optime de cette offre démarche compétences, dynamique compétences, comme on l'appelle chez nous. Et j'ai eu la joie d'intervenir chez Full. Faites pas. Exactement. Et donc, Anne Farugia, donc, moi, consultante associée chez Optime depuis ça fera 20 ans cette année. J'ai la chance, moi, de piloter l'équipe Excellence managériale et de travailler effectivement sur tout ce qui est process RH, dynamique compétences, démarche compétences depuis de nombreuses années, accompagnement d'équipes, de managers, de RH. Voilà, au sein d'Optime, avec notre fil rouge toujours, pour maintenant vous connaissez beaucoup Optime, mais de l'équilibre entre les performances et l'épanouissement professionnel des salariés. Conviction forte que les deux vont de pair. On prend le temps de partager Optime juste après. Au menu ce matin, après un petit temps d'introduction, donc nous allons écouter Joël et Orlane qui se présenteront juste après, qui vont nous partager la démarche compétences qu'elles ont mis en place au sein de Full. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous. Donc, vu qu'on n'est pas hyper nombreux, on pourra même se permettre d'allumer les micros et d'échanger en live. Mais notez aussi, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour noter vos messages au fur et à mesure. On partagera quelques éléments du point de vue d'Optime avant de conclure et de terminer à 10h pétante ce séminaire. On s'y engage. Séminaire sous forme de webinaire. Ouais, c'est webinaire. Bon, c'est vendredi, je peux m'excuser. Donc, il y avait ce petit point de présentation Optime, que vous êtes nombreux à connaître, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais juste pour vous rappeler, donc on est 23 actuellement chez Optime, une vingtaine de consultants, on a 3 personnes donc, qui nous supportent, j'allais dire, qui nous aident au niveau support. Et qui nous supportent. C'est essentiel. Donc Optime, on intervient sur toutes ces grandes offres qui sont affichées à l'écran, de l'excellence opérationnelle à l'excellence managériale, en passant par la RSE, le change, voilà, l'accompagnement des transformations, notamment transformations culturelles d'entreprise. Et ce que je vous disais, ce qui nous relie beaucoup au sein d'Optime, c'est un collectif fort, dont on est très fiers, et le fait de travailler à la fois sur les performances en entreprise. Alors maintenant, on parle des performances. Il y a la performance financière, économique, etc. Mais il y a aussi la performance sociale, la performance environnementale, qui sont importantes aujourd'hui. Et bien entendu, l'épanouissement professionnel des collaborateurs, qui sont importants aussi pour fidéliser et avoir des ressources humaines avec un grand R et un grand H qui soient bien adaptées et performantes et qui ont envie de coopérer. Vous dire aussi qu'on s'est transformé en scope, et ça, nous maintenant, pas mal d'entre vous qui le savent déjà en 2019, et on a gardé dans notre ADN, et ça, voilà, c'est une fierté aussi personnelle, donc bien en parler. Donc, on alloue 1% de notre chiffre d'affaires à un trésor de paix qui nous permet d'accompagner des associations, des ONG, qui œuvrent donc sur toute la partie RSE, notamment la partie sociale et l'insertion des personnes. Voilà, puis rapidement pour Optime. Et bien entendu, on pourra en parler très longuement après si vous avez des questions. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, j'ai mis les logos normalement de vos entreprises de rattachement, donc tout domaine d'activité, toute taille d'entreprise. Donc, ravie de vous avoir avec nous ce matin. Si jamais j'ai oublié un logo, mea culpa. Si vous ne retrouvez pas le vôtre, vous avez le droit de m'en vouloir et de me mettre un petit message dans la conversation. J'essaierai de régler ça juste après. Pour info, vous avez dû voir, je pense que Marine a dégainé plus vite que moi, donc merci d'avance Marine, que ce webinaire est enregistré.
Et il sera diffusé sur notre chaîne YouTube Optime. Voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous avez le droit de couper vos caméras. Et voilà. Ouais. Donc voilà, pour info, c'est filmé. Donc, on n'a pas fait signer le droit à l'image avant. Là aussi, c'est mis à culpa, mais au moins vous avez l'info. Vous n'êtes pas obligé d'apparaître sur la vidéo. Hop, le petit quiz auquel vous avez répondu. Alors, question 1. Eh bien, nous avons une majorité des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait de démarche compétence, un tiers qui connaît mais n'utilise pas et 17% qui connaissent et pratiquent. Donc, bienvenue, on va en parler, on va vous donner envie pour les personnes qui ne connaissent pas de le mettre en œuvre et puis peut-être de démystifier quelque chose qui peut sembler lourd, usine à gaz. Quand on parle GPEC dans beaucoup de boîtes, maintenant GEPP, ça peut faire peur, ça peut paraître voilà, petit lourd administratif, etc. Et l'enjeu de ce matin, c'est de vous prouver que ce n'est pas le cas et que ça sert à quelque chose. Même à beaucoup de choses. À pas mal de choses et à pas mal de monde. Alors, dans votre entreprise, où en êtes-vous? Alors, bonne nouvelle, un tiers est super bien équipé, on pratique régulièrement. Yes. Et puis 67% pour être mieux outillé. Très bien. Et donc, j'ai pas de répondant qui a dit tout est à faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Plutôt pas mal. Donc, vous savez de quoi on parle. Alors, la question 3, la démarche compétence, à qui est-ce utile dans l'entreprise? C'est une question un peu piège parce qu'en fait, c'est utile à tout le monde. La direction est bien ressortie, les managers évidemment arrivent en tête, les RH aussi. Ça sert aux collaborateurs, mais ça sert aussi au dialogue avec les IRP, avec les représentants du personnel. On le verra tout à l'heure, à parler un langage commun. Donc normalement, quand c'est fait mener de manière participative et utile, efficace, ça sert à tous les acteurs de l'entreprise. Et puis, dernière question, votre enjeu principal du moment. On a une nouvelle organisation, équipe, l'IA, hein, on va en parler aussi. L'IA est un vrai enjeu avec, on en est au balbutiement démarrage. Je suis sûre que si on se revoit dans 6 mois, dans un an, ça n'aura peut-être pas le même discours et ça aurait beaucoup évolué. Le business est un enjeu du moment, oui. L'engagement aussi. La digitalisation, alors j'ai place et échelle. Donc là, voilà, si vous voulez intervenir. Pour préciser. Pour préciser. Et une nouvelle équipe. Donc l'intégration, peut-être la prise de poste dans une nouvelle équipe. Donc des enjeux du moment divers et variés. Et on va voir comment éventuellement on peut vous aider à trouver des pistes pour y répondre. C'est bon? C'est parfait. Okay. Merci d'avoir joué le jeu du quiz. Et je vous propose qu'on démarre l'interview de nos deux témoins. Et du coup, qu'est-ce que vous souhaitez nous présenter de vous et de Fool? Orlane et Joël. Bonjour à tout le monde. Merci Emmanuel pour le passage de relais. Alors, très rapidement parler de Fool parce que ce n'est pas forcément l'enjeu de l'échange aujourd'hui, mais Fool, on est un éditeur de logiciels. Notre siège social est basé à Lyon, mais on est aussi au niveau national. On est 280 collaborateurs au global. Et nous développons des logiciels pour accompagner les experts comptables dans leur transition numérique en proposant des logiciels de paye, de compta et de logiciels collaboratifs, pour faire simple. Et moi, plus personnellement, donc je suis Joël, ça fait 15 ans que je suis RH exclusivement dans l'édition de logiciels et bientôt 4 ans que j'ai rejoint Fool au poste de DRH. Merci Joël et Orlane. Bonjour, donc moi c'est Orlane, je suis donc responsable RH chez Fool. Moi je pilote la partie expérience collaborateur et j'ai eu l'occasion de piloter la démarche compétences qu'on a mis en œuvre chez Fool. Faire court. Alors super, merci beaucoup pour cette présentation rapide. Et du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est
si vous deviez définir cette fameuse démarche compétences que vous avez implantée au sein de Full en une phrase, challenge, qu'est-ce que vous Ouais. diriez? En effet, challenge, parce qu'on a envie forcément d'être bavard, tellement ça nous a apporté d'outils lors de cette démarche. Mais au final, pour résumer en une phrase, c'est surtout une démarche qui nous a permis d'aligner à toutes les strates de l'entreprise la définition de nos emplois et la définition de nos compétences. Donc, c'est vraiment un sujet d'alignement. Super. Alors là, vous voulez compléter? Ou est-ce qu'à chaque fois que je vous passe la parole, est-ce que vous prenez la parole l'une l'autre quand vous le souhaitez? Oui, on s'est un peu déjà réparti comment on voulait répondre. Donc, Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc, intéressant cette notion d'alignement comme finalement la clé. C'est pas forcément ce qui ressort quand on parle GEPP. Et en l'occurrence, c'est ce que vous avez vécu dans l'entreprise. C'est super intéressant. Du coup, vous aviez déjà des fiches emploi que vous aviez prises au sein de l'OPIEC. Donc, l'OPIEC qui est complètement lié à vos métiers. Donc, qui correspondait bien au métier de Full sur le papier. Du coup, pourquoi cette démarche d'aller retravailler les emplois avec vos salariés? Pour répondre à quels enjeux? Pour répondre à quels besoins de Full? C'est vrai qu'on avait des fiches qui sont très bien faites, hein, qui permettaient de structurer, de parler de plans de formation, etc. Mais au final, en discutant avec nos collaborateurs, il y en a très peu qui se reconnaissaient dans les fiches d'emploi parce qu'elles étaient très génériques. Donc, notre volonté, en fait, c'était de faire parler nos collaborateurs et qui collaborent sur ce sujet de rédaction et de création de référentiels compétences et de fiches de poste pour créer au final une dynamique collective et surtout familiariser tellement n'importe quel collaborateur de Full pour que ça soit un sujet qui lui parle et pour qu'on puisse au final les faire vivre au quotidien parce que nos fiches de poste, elles existaient depuis la création de Full qui était en 2021. Mais au final, on ne les revoyait pas très régulièrement. Là, l'idée, c'est que vraiment, ça devienne un outil du quotidien qui structure beaucoup de nos démarches. Donc, il fallait que ça soit une base qui soit partagée par tous et par tous, tout en interne. C'était vraiment ça notre volonté. Vraiment, merci beaucoup pour les éléments clés qui ressortent. Et je trouve qu'on sort du langage habituel GEPP pour parler vrai de l'entreprise et de ce qui est C'est ça. vécu sur le terrain. Parler vrai, avoir un vocabulaire commun. Oui. Quand on parle emploi, poste, compétences, c'est vrai que c'est flou en fait pour la plupart de nos collaborateurs, donc c'était important de venir leur préciser tout ça. Super. Et du coup, comment vous avez structuré et mis en œuvre cette démarche? Alors déjà, alors c'est une démarche qui s'est étalée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Donc on a commencé par cadrer le projet, puisque comme vous le disiez, on avait des fiches de poste déjà existantes. Donc déjà, prendre connaissance des éléments déjà existants et puis organiser et planifier justement cette démarche sur les semaines et les mois qui ont suivi. On a ensuite donc créé un comité de pilotage. Donc chez nous, le comité de pilotage était constitué des membres du CODIR. Et donc, on a commencé à s'aligner sur les notions, c'est-à-dire déjà nous, au sein du COPIL, avoir un langage commun. Donc voilà, exemple, est-ce qu'on utilise le mot fiche de poste, fiche emploi, enfin voilà, qu'on ait nous déjà savoir, un langage commun entre nous. Et puis après, on s'est aligné sur la structure du référentiel, la constitution des groupes de travail et la com à faire au niveau des collaborateurs. Ensuite, on a fait 7 groupes de travail au total, constitués de 7 collaborateurs à peu près. Donc, on avait un groupe de travail constitué uniquement de managers pour travailler sur les compétences managériales, un groupe de travail sur les compétences communes, et on avait 5 groupes de travail métiers pour vraiment là cibler les postes. Et donc, on avait 3 sessions de travail d'à peu près 3 heures. Et donc, dans chaque groupe de travail, on avait un manager à peu près par groupe de travail.
Et donc, chaque collaborateur a pu venir alimenter en fait les compétences, ces référentiels de compétences tout au long de ces sessions de travail. Et puis ensuite, on a eu la validation, on a échangé au fur et à mesure avec le COPIL pour valider ces référentiels de compétences. Et puis, on a pu ensuite intégrer ce référentiel de compétences à notre SIRH pour qu'il soit du coup connu et partagé de tous. Merci Orlane, c'est vraiment intéressant de voir que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au sein des RH avec les RH, mais un alignement de toute l'entreprise. Et Joël t'en avait parlé, on est revenu sur le langage commun et d'aligner tout le monde, notamment le comité de direction avec l'ensemble des salariés. Donc, un embarquement de tout le monde, j'entends, dans l'entreprise. Oui. Et du coup, une anecdote à partager, J'en ai une assez fraîche d'ailleurs sur le sujet. Ça fait à peu près 1 an qu'on a fini la démarche compétences avec Optim. Et on est déjà en train de revoir et de réfléchir à notre organisation. On sait que ça change très régulièrement avec la croissance, avec le business, avec les enjeux. Et l'idée, c'est de toujours arriver à être en capacité de pouvoir aligner les compétences que nous avons en entreprise avec là où on a vraiment besoin de performer et là où on a envie d'embarquer l'entreprise. Et donc, pour l'instant, c'est des discussions qu'on a uniquement au CODIR sur comment on pourrait réorganiser, quel nouveau métier on pourrait créer. Et j'ai été surprise de voir que le CODIR parlait de finalité du poste, de mission principale, de comment on peut construire des parcours carrière qui soient lisibles. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, c'est sûr, c'est plus un outil RH, c'est devenu vraiment un outil d'entreprise. Donc voilà, la petite anecdote qui est sympa à partager. Vous m'autorisez à rebondir là sur le sujet parce que je trouve que c'est tellement notable ce qui s'est passé chez Fool et on le voit peu, pour me dire un nombre de démarches compétences. Dès le début, ce qui était super intéressant aussi, c'est que quand on a structuré la démarche, le CODIR a dit nous on veut être le COPIL. Souvent on a 1 ou 2 membres de CODIR qui participent au COPIL et là tout le CODIR a dit non, mais le COPIL, nous on veut être dedans, on veut participer et ce qui aide aussi derrière à ce que ce soit approprié, développé et génial. C'est devenu un outil, donc ça c'est chouette. Mais on voit bien aussi l'importance dans les facteurs clés de succès de l'implication du CODIR dans une telle démarche. Et je me tais. Joël, tu nous disais que là, ça y est, vous êtes déjà en train de réfléchir à la suite. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre bien que ce n'est pas une démarche, vous savez, super lourde. Une fois qu'on a fini, on est content et surtout, on ne veut plus y toucher parce que ça a été douloureux. Là, c'est un outil au quotidien. Et comment vous l'utilisez, comment vous vous servez des livrables au quotidien au sein de Fool? Peut-être un exemple de livrable ou son utilisation au sein de l'entreprise. Alors, on s'en sert pour plusieurs choses. Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est directement intégré dans notre SIRH, ce qui nous permet en fait au moment des entretiens annuels de pouvoir évaluer directement les collaborateurs avec ces compétences qui lui sont propres par rapport à son poste. Et puis, on s'en sert aussi pour structurer nos mobilités internes. Ça nous permet de voir, mon collaborateur a telle compétence, il lui manque cette maîtrise de compétences pour pouvoir changer de poste en fait. Et puis on s'en sert aussi parce que nous on est quand même dans une société où les postes, l'organisation change régulièrement, et donc on s'en sert pour créer nos nouvelles fiches emploi. Et donc en fait on met à jour régulièrement ces référentiels de compétences pour pouvoir créer nos nouvelles fiches emploi. Merci Orlane. Alors, on a vu à quel point c'était une démarche d'entreprise. Et du coup, comment ça a été vécu, la mise en œuvre de cette démarche par la direction, par les managers, par les collaborateurs, par vous, bref, par chacun des types d'acteurs? Je vais déjà répondre pour la partie direction. C'est comme tout, il y a un côté chaud, un côté froid. La première réaction, ça a été l'engagement fort, côté direction, comme on l'a déjà dit, où ils voulaient tous être partie prenante en tant que COPIL pour pouvoir
suivre l'avancée. Il y avait aussi certainement en même temps une envie quand même de garder le contrôle de tout ce qui pouvait être fait au niveau collaboratif. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rassurant aussi de mettre la direction dans le copil. Ça leur permet d'être sûr que les emplois s'orientent vers là où eux ont des enjeux business. Donc être sûr de garantir toujours cette même notion d'alignement et qu'il n'y ait pas des fiches de poste qui soient créées sans arriver toujours à le relier avec l'enjeu business. Donc ça, c'était important pour eux. Et ils ont été hyper investis parce que je pense que très rapidement, ils se sont rendus compte de la simplification que ça pouvait amener dans leur quotidien. Au final, les collaborateurs, ils savent ce qu'on attend d'eux. Donc forcément, ça simplifie les échanges. Quand il y a une mobilité, on n'a pas besoin de réapprendre ou de réexpliquer. Au final, tout le monde a à disposition le référentiel d'emploi et le référentiel de compétences. Donc, ils retrouvent facilement ces informations. Donc, ils ont très vite vu côté direction le côté positif, avec aussi quand même la petite crainte du temps consacré à ces échanges. Il ne faut pas sous-estimer le temps que ça entend ces sessions de travail. Alors, même si c'est cadré, c'est quand même vient à la place du travail productif. Donc, forcément, côté direction, c'est toujours une petite sonnette d'alarme à avoir. Et je pense que c'est mieux d'anticiper les choses et de très clairement dire oui, ça va prendre du temps, mais ça va en faire gagner tellement derrière qu'au final, c'est gagnant cette démarche. Donc, voilà, une direction très satisfaite. Après, je me permets du coup pour les autres, globalement, je dirais que tout le monde a été impliqué, enfin, s'est impliqué en tout cas dans cette démarche. Pour les managers, c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, on avait plusieurs managers qui ont participé du coup à ces groupes de travail sur les compétences. Et puis ils ont été plutôt satisfaits en fait de pouvoir clarifier en fait la finalité et les missions de chaque poste et d'avoir en fait un vrai référentiel de compétences sur lequel ils pouvaient se baser pour les entretiens annuels par exemple et pour faire évoluer leurs collaborateurs. Et puis pour les collaborateurs aussi, alors au début c'était pas gagné. Parce que pour avoir participé au groupe de travail, au début, les premières réactions qu'on a eues, c'était ah, mais on va faire ça en peu de temps, on ne comprend pas trop là où on veut aller. Et au fur et à mesure des sessions, ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait faire pas mal de choses. Et donc, ils étaient plutôt satisfaits de voir comment on avait les mêmes valeurs, les mêmes compétences communes et qu'en fait, on avait un socle commun. Donc, du coup, ils étaient plutôt satisfaits. Donc, dans l'ensemble, plutôt bien vécu de la part de tous. Et vous, parce que vous avez parlé de tout le monde sauf des RH, vous, Orlane et Joël. Au niveau RH, déjà, pour ma part, ça nous a permis d'avoir une meilleure visibilité et compréhension de chaque poste. C'est aussi, on va dire, notre base de travail pour tout un tas de projets. Et puis, c'est aussi un outil d'aide à la décision RH pour tout ce qui est mobilité, par exemple, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment notre base de travail. Et moi, pour rebondir sur comment je l'ai vécu, en fait, je me dis, mais heureusement qu'on l'a fait. Quand on voit tout ce qui est transparence des rémunérations qui arrivent, là, on est vraiment clairement sur le sujet pour faire le parallèle de transparence des compétences. Mais si on n'avait pas justement cette base de travail, ces bases de données partagées déjà avec les collaborateurs, on serait très stressé sur l'idée d'entreprendre tout ce qui est transparence des rémunérations. Donc, au final, c'est vraiment une base de travail qui sert de socle sur la majorité des sujets RH. Et je pense qu'on a bien fait de le faire, sinon on serait un cran un peu plus stressé aujourd'hui sur la suite des projets RH. Ok, merci. Alors, on voit l'importance de la démarche, on voit que c'est une démarche qui implique beaucoup de monde. Orlane, tu nous l'as dit, ça se compte en semaines. Alors, je rassure les participants, ce n'est pas des semaines plein temps de tous les collaborateurs et d'Optime. Simplement, ça s'étale parce que comme on travaille avec les collaborateurs et les managers terrain, on leur prend 3 heures de leur temps pour travailler. Orlane disait 3 fois des ateliers de 3 heures, souvent 3 fois. Du coup, ça s'étale pour leur laisser le temps de faire leur autre métier que de travailler avec nous. Du coup, pourquoi avoir choisi de vous faire accompagner dans cette démarche?
Oui, c'est une bonne question. Au final, même si on n'avait pas de démarche compétences, on s'est quand même très vite rendu compte avec Orlan que nous n'avions pas la compétence pour faire des compétences, des démarches compétences, mais que c'était une compétence qui nous intéressait. Donc, en fait, notre enjeu, c'était de se faire accompagner sur ce premier grand socle de démarches compétences pour pouvoir intégrer, grâce à votre accompagnement, la compétence en interne et gagner en autonomie après sur ces sujets-là. Et puis, surtout, sur ce type de sujet, on ne sait jamais trop par quel bout le prendre. Donc, c'était très intéressant d'avoir votre accompagnement, votre méthode éprouvée depuis plusieurs années, voilà, pour nous montrer le chemin, savoir au-delà de de la compétence, de savoir faire une démarche compétence, la méthodologie pour embarquer les collaborateurs. Donc, voilà, je vous les recommande fortement. Ça, c'est très bien. Merci, Joël. On n'avait pas payé Joël pour qu'elle le dise. Et puis c'est intéressant parce que avant, je crois que c'est Orlan qui parlait de l'envie, ou Joël, je ne sais plus, qui parlait de l'envie et que c'était naturel de revenir sur le travail pour continuer à le faire évoluer sans que ce soit oh non mon Dieu, il faut retomber là-dedans. Et c'est intéressant de voir que non seulement il y a l'envie d'y aller et qu'en plus ça crée une autonomie. C'est-à-dire qu'une fois que la méthode est là, qu'on l'a partagée, Orlan a participé à de nombreux ateliers. D'autres membres de votre équipe RH, en fait, à chaque fois qu'on animait un atelier, on avait un membre de l'équipe RH qui était très chouette. Et en même temps, il y a cette compétence qui était acquise pour la suite. Donc, c'est vraiment, merci de le souligner. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous ne êtes pas pieds et poings liés toute votre vie à devoir repasser par un externe. Du coup, donc, on a vu pourquoi vous êtes fait accompagner, à quel point c'était important, mais comment elle sert aujourd'hui votre recherche d'attractivité et de fidélisation, qui sont deux sujets importants en général dans vos domaines, voire d'engagement. On a Voire vu d'engagement. tout à l'heure, de l'engagement. Tout à fait. En fait, déjà, on revient sur cette notion d'alignement. Ça nous permet d'avoir un discours clair et cohérent. Je suis un nouveau collaborateur chez Full. Au final, je vais retrouver les mêmes missions et les mêmes compétences dans l'annonce auquel je vais postuler, dans les entretiens de recrutement que je vais avoir, dans mon contrat de travail que je vais recevoir, dans mon entretien annuel et en lien aussi avec mon plan de formation. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une cohérence sur tout notre cycle de vie du collaborateur. On parle du même poste, on parle des mêmes sujets et il n'y a pas de côté surprise et qu'il y a rien, on sait qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur d'avoir un delta entre ce qu'on lui a expliqué au début, ce qu'il retrouve dans l'entreprise, de pas trop savoir ce sur quoi il est attendu. On sait que c'est aussi un enjeu de performance. Si ce n'est pas au clair sur quels sont mes objectifs, quel est mon métier, on sait que ça laisse une part de bafouillement, notamment sur l'onboarding. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de professionnaliser toute cette démarche et d'assurer une transparence des compétences de A à Z à l'ensemble de nos collaborateurs. Ça nous sert énormément aussi, Arlan en parlait, sur le plan de formation, le plan de développement des compétences. Un collaborateur a accès à toutes les fiches de poste et tous les référentiels. Il peut légitimement se dire, je suis par exemple développeur senior, j'ai envie de devenir ingénieur logiciel. Quelles sont les compétences que je n'ai pas pour l'instant et que je dois acquérir pour pouvoir évoluer? Donc, évoluer en responsabilité, évoluer en rémunération, parce qu'on peut les lier aussi aux grilles de rémunération. Et ça peut leur permettre, parce que ce n'est pas encore le cas, tout ne s'est pas fait pour l'instant, mais ça leur permet de se rendre peut-être plus proactifs sur les demandes de formation parce qu'ils savent ce qui est attendu sur le poste sur lequel ils ont envie d'évoluer. Donc, ça permet aussi d'être un levier fort de leur propre motivation à se développer, ce qui est quand même important. Et puis voilà, ce que je redisais, c'est sur notre transparence des rémunérations, on va pouvoir facilement créer nos niveaux de grille de rémunération parce qu'on va les lier à nos niveaux de compétences, ce qui nous permet de détacher sur des critères qui sont un petit peu plus subjectifs sur l'âge ou le diplôme ou les années d'expérience. Là, on parle vraiment de compétences, donc on est vraiment dans l'objectivité de pourquoi telle rémunération. Voilà, c'est vraiment cette clarté, cette transparence sur les informations et partager avec les collaborateurs qui nous permet d'être vraiment plus attractifs et de donner plus de perspectives à nos collaborateurs. Merci beaucoup. Et est-ce que
la direction aujourd'hui utilise la démarche compétences, je veux dire, hors RH, naturel. Donc, utilise la démarche compétences au sens outil, par exemple, pour identifier les compétences stratégiques de demain. Vous parliez du fait que ça a évolué vite. Est-ce que du coup, ils s'en sont emparés pour la prospective, en fait? Alors justement, c'est un peu l'exercice qu'on est en train de faire actuellement. Donc c'est tout nouveau pour nous et on y va encore à tâtons, hein. Il ne faut pas avoir en tête qu'une fois que la démarche compétence est faite, tout est simple, tout est fluide, hein. Il reste quand même sa part de perplexité sur ce sujet-là. Donc on est très au clair sur, une fois qu'on aura notre organisation cible, les métiers qui nous manquent, comment on peut le dérouler derrière, ce qui est déjà une très bonne chose. Là, on est plutôt sur la partie on tâte pour avoir des benchmarks ou des idées un petit peu plus précises des métiers de demain. Ça, je trouve qu'en France, c'est encore très peu développé sur ces sujets-là, donc c'est un peu compliqué d'avoir formation parce qu'on n'est pas dans des entreprises qui communiquent très largement sur ces sujets-là. Donc, on s'inspire plus de ce qui peut venir peut-être d'autres pays. Mais ce qui nous paraît super intéressant dans cette démarche prospective, c'est que souvent, il y a tout un enjeu de changement d'organisation et d'accompagnement des collaborateurs sur ces sujets-là. Et on sait que justement, le fait de pouvoir avoir déjà un langage commun, de pouvoir nous leur donner la mission principale de ces peut-être nouveaux métiers qu'on va créer et de pouvoir les rendre collaboratifs sur comment ils vont pouvoir s'imprégner du métier, créer les missions principales, créer des compétences. Ça va au final, au-delà d'une démarche compétence, vraiment nous aider à accompagner le changement d'organisation qu'on veut mettre en place. Donc, on tâtonne encore, mais on sait que ça va nous aider. Ok. Alors, on voit se dessiner la suite en termes de prospective et d'identification des emplois de demain. Est-ce qu'il y a une suite directe à la démarche? Je pense par exemple à une école interne ou voilà, de quelle façon vous souhaitez euh, euh, par rapport à cette démarche-là, comment vous la voyez évoluer? Pas seulement la démarche, mais au sein de l'entreprise, lien entre l'entreprise et d'autres choses dans l'entreprise. Alors, on a compris la question. Ah, Alors, déjà, nous, première chose pour la suite, on aimerait intégrer l'IA dans nos fiches de poste. Pas pour remplacer notre travail, mais pour apporter de l'aide et pour, on va dire, rendre nos fiches de poste plus modernes dans le sens où ça va nous permettre de repérer les tendances actuelles dans le métier et de déterminer en fait les compétences clés actuelles. Donc voilà, plutôt un outil d'aide pour nos fiches de poste. Et ensuite, on en parlait, ça nous a permis de structurer nos mobilités internes, pardon. Ça nous a permis aussi de définir notre plan de formation par rapport aux compétences évaluées. Donc, en fait, ça va nous permettre vraiment de structurer notre plan de formation et surtout notre plan de formation interne pour faire évoluer nos collaborateurs pour qu'ils aient en fait les compétences attendues au sein de la société. Et puis, bien sûr, la suite, ça va être toujours de continuer à faire évoluer ces outils, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça se perde. On est d'accord. Alors, et si c'était à refaire cette démarche dont on vient de parler, qu'est-ce que vous referiez à l'identique? Et puis, qu'est-ce que vous changeriez avec le recul, avec l'expérience? Alors, moi, ce que je referais à l'identique, de toute façon, c'est l'implication du CODIR dans toute la démarche, puisque ça a vraiment permis de faire avancer les choses. Et puis les groupes de travail, le fait d'avoir mélangé un peu, d'avoir parcouru tous les métiers, d'avoir mélangé plusieurs collaborateurs, qu'ils aient pu échanger entre eux, ça a vraiment permis de les faire adhérer à la démarche. Et moi, ce que je referais, peut-être que ce que je changerais, pardon, ça serait peut-être de le faire en un peu plus de temps. Puisque nous, on l'a fait en temps un peu plus raccourci.
de mémoire. On a dû le faire en 2 ou 3 mois et je crois que c'est entre 4 et 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt moyenne. ça, en En moyenne. moyenne, voilà. Donc, on l'a fait en raccourci, donc c'était assez dense. Et puis, ce qu'on n'a pas forcément fait, c'est une fois qu'on a créé nos référentiels de compétences, on n'a pas forcément tout de suite enchaîné avec les fiches de poste. Et donc, du coup, ça a eu un effet waouh, puis retombé auprès des collaborateurs. Donc, du coup, on n'a pas forcément suivi direct, enfin, assuré la communication derrière, ce qui a fait un effet. En fait, c'est retombé un petit peu le dynamisme. Ok. Je ne sais pas si je suis claire, mais… Si, peut-être que si vous l'aviez fait en… Ah, pardon, Joël, je vous ai coupé la parole. Ouais, je voulais juste compléter sur le fait que justement, c'est le après-coup a été peut-être mal géré chez nous. Après, c'est pas grave, on arrive à relancer quand même derrière, mais peut-être se garder. Je sais que vous aviez fait des sessions avec le CSE, ça avait permis de mobiliser le CSE, de l'embarquer là-dessus, donc ça, c'était une très bonne dynamique. Et je me dis d'élargir ces réunions à la totalité de notre communauté managériale, parce que c'est vrai que les managers qui ont été dans les groupes de travail ont été des super ambassadeurs, au même titre que les collaborateurs, et pour être sûr que chacun des collaborateurs ait compris la démarche, à quoi ça a servi, quel était notre objectif, d'inclure toute la communauté managériale à un moment donné dans une information, aurait pu être quelque chose qui, je pense, nous aurait permis de garder la dynamique sur du plus long terme. Ok. C'est vraiment intéressant d'apprendre en fait des expériences des uns et des autres. Merci beaucoup. Je vois qu'Isabelle a levé la main. Voilà, parce qu'on Donc, est parti sur les questions. Ouais. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui. Alors, moi, j'avais quelques questions, juste par rapport aux 3 groupes que vous avez fait avec les salariés. C'était des groupes de combien que vous avez eu et sous quelle forme vous avez fait ces groupes-là? Alors, de mémoire, on devait avoir entre 6 et 8 collaborateurs par groupe. Et alors, nous, en fait, on est multi-sites. Donc, on a essayé de faire le plus de réunions en présentiel. Mais si ce n'était pas possible, on a fait en fait la première réunion vraiment en présentiel pour présenter la démarche, etc. Et après, on a fait les réunions en distanciel. Et c'était 3 sessions de 3 heures, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Tu as ton micro de coupé, Isabelle. Si, oui. Après, c'était sous forme d'atelier, je suppose, un petit peu. C'est participatif. Oui, et c'est ça. En fait, on avait, donc pour les collaborateurs, on s'était répartis en sous-groupes pour en fait travailler et échanger, donc échanger sur les compétences de chaque métier. Et pour chaque métier, je vous prends l'exemple, par exemple, on avait un groupe produit. Et donc, on avait un développeur, un chef de produit. Enfin, voilà, on avait essayé de rassembler tous les métiers dans un seul groupe. Et du coup, ça permettait les échanges. Et en fait, un collaborateur qui n'était pas sur ce métier-là pouvait rebondir et lui dire, mais du coup, je ne comprends pas les compétences. Donc, c'était vraiment en sous-groupe. Et c'était, oui, un atelier où on échangeait. C'était des sous-groupes, effectivement, comme tu viens de le dire, en métier, donc avec une proximité quand même d'emploi. Qui faisait sens. Voilà, on a regroupé des gens qui… et de témoignages, alors je ne sais pas si… Voilà, Orlane, tu as participé à beaucoup de groupes de travail, donc ça, c'était chouette de t'avoir avec nous. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est hyper important, enfin, en tout cas pour nous, les équipes RH notamment, enfin, chefs de projet, reprennent la main et sachent faire pour que le référentiel vive, pour que les outils vivent. Alors, on sait très bien que ça va très vite, notamment dans vos métiers de l'IT, ça bouge aussi très vite. Donc, si ce n'est pas mis à jour régulièrement, c'est des outils qui ne vivent plus après et donc qui se délitent. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, que c'était extrêmement intéressant de voir aussi les personnes qui sont venues. En fait, l'enjeu, c'est qu'ils reviennent. Parce qu'au début, quand ils arrivent voilà, en toute transparence, quand ils arrivent dans un atelier, ils viennent parce qu'on leur a dit de venir, parce qu'ils sont intéressés. Ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Et on le sait. Donc, on leur dit, vous verrez, faites-nous confiance sur la démarche, la méthode, et en construisant. Donc, ils y voient un peu plus clair à la fin de la première réunion. Et en général, ils reviennent puisque c'est un des rares moments de leur vie professionnelle où ils parlent réellement avec des pairs de ce qu'ils font,
de leur métier, voilà, du travail en fait qui sont réalisés et des compétences qu'ils mobilisent. Et ça, c'est extrêmement important pour dynamiser en interne. Et dans les anecdotes, pardon, c'est bon. Dans les anecdotes, ça arrive régulièrement que des gens arrivent au premier groupe de travail en disant, bon, j'ai vu qu'on a mis 3 heures, ça fait beaucoup, on ne peut pas faire ça en 2 heures, et puis est-ce qu'il y a vraiment besoin de 2 autres réunions? Et c'est les premiers qui disent à la fin de la première réunion, on se revoit quand? Parce que quand même, c'est important ce qu'on fait. Voilà, donc c'est la preuve par la mise en œuvre, en fait. On ne les force pas. Peut-être le premier, ils y vont un peu à reculons. Après, ils sont très partants pour revenir. Et je n'ai pas entendu si c'était Joël, tu voulais rajouter quelque chose. Non, je confirmais ce que tu disais, c'est tout à fait ça. Au final, ils sont venus à reculons et à la fin, ils ont trouvé ça génial et ils étaient super motivés, quoi. Ce qui est d'ailleurs un gros intérêt, tu l'as souligné, que c'est ceux qui ont participé qui sont les ambassadeurs auprès de ceux qui n'ont pas participé. Et c'est clé parce que du coup, le changement, l'appropriation du changement se fait de l'intérieur. On n'y met pas une énergie de malade, c'est ceux qui y travaillent, ceux qui participent, qui viennent expliquer aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et qui sont liens de nous avec l'équipe aussi, de dire, bah voilà, je suis allée montrer à mes collègues ce qu'on a fait, voilà leur réaction, voilà ce qui remonte, voilà. J'ai changé un peu entre 2 réunions parce que mes collègues m'ont dit que ça c'était important. Donc du coup, pour une personne qui intervient, il y a toute son équipe, son écosystème qui intervient à travers lui en fait. En tout cas, qui participe d'une certaine façon. Il y a ça, et puis il y avait tout cet enjeu en fait, ils se sont sentis hyper valorisés de se rendre compte de tout ce qu'ils faisaient dans leur job, parce qu'au final, à quoi je sers, quelle est la finalité de mon job, quelle est ma mission principale, en quoi je contribue, ça redonne quand même du sens et c'est des piqûres de rappel qui sont hyper précieuses en termes d'engagement collaborateur. Du collaborateur, et souvent j'entends enfin les autres vont comprendre, vont savoir. Ouais. Absolument. Isabelle, on t'écoute. Tu avais d'autres questions, mais tu as toujours ton micro. Et n'hésitez pas à lever la Après, main aussi et à demander la parole hein, si vous avez des questions, des remarques. Déjà, enfin, je vous dis bravo parce que moi j'ai essayé, mais ça n'a pas du tout, marché. Par rapport aux arguments que vous avez eus avec la direction, qu'est-ce qui a penché dans la balance en fait? Alors, on a un petit truc qui nous a beaucoup aidé, c'est que nous sommes certifiés ISO 9001 et que les auditeurs adorent regarder les fiches de poste. Donc, ça a été un premier angle de dire ça va contribuer à notre démarche. On est aussi Calliope pour notre activité de formation. Donc, ça aussi, c'était des arguments business qui, au final, font mouche tout de suite. Plutôt que de l'amener sous l'angle, c'est bien pour les RH, on va encore faire des trucs RH. Donc, c'était vraiment de comment concrètement ça pouvait être un plus au quotidien. Donc, c'est ce qui les a rapidement embarqués. Parler de leurs enjeux à eux. Comment la démarche va répondre à leurs enjeux. Financiers. Par exemple. Il y a une réalité business qui est importante et effectivement, parler le langage de ses interlocuteurs. C'est important aussi d'amener. Oui, exactement. Et puis, ce sujet de tout ce qui va être facilité, à chaque fois qu'on crée un nouveau poste, on n'a pas besoin de refaire un brief de poste, on le connaît, donc on gagne du temps sur les recrutements. Donc, si on va plus vite sur les recrutements, on va recruter plus vite, donc ils vont produire plus vite. Donc, voilà, c'est des... Il y a aussi le process qualité qui amène forcément à détailler les emplois, les fiches de poste, les missions de chacun. Enfin, je pense que ça... En effet, c'est déjà un pied qui amène à... Mais bon. Tout à fait. Bravo en tout cas. Merci à Optimin, sinon je ne sais pas comment on l'aurait pris. On y sera encore. Il y a eu pour être en toute transparence, il y a eu des réunions au tout début du projet avant qu'on acte directement entre Optim et le CODIR pour justement expliquer comment on allait fonctionner parce que forcément, c'est un nouveau projet, il y a besoin de rassurer, il y a besoin d'expliquer. Donc, c'est des réunions aussi qui ont aidé à mieux comprendre et à mieux mettre en évidence l'intérêt de la démarche pour Full. Le fait d'avoir un intervenant externe, ça joue, non, peut-être aussi. Hein. Moi, je pense que c'est radicalement changeant parce qu'au final, il y a l'expertise qui arrive
Il y a le fait qu'on paye pour une prestation, donc forcément, ça joue aussi sur l'engagement qu'on va émettre auprès de la direction, enfin que la direction va émettre derrière. Mais voilà, il y a ce sujet de vraiment une expertise qui est éprouvée en plus sur d'autres éditeurs de logiciels. C'est des arguments qui avaient du poids. Et d'expérience, je me rappelle d'un dirigeant dans une autre entreprise qui ne comprenait pas pourquoi on passait 3 heures pour parler de ces sujets-là et qui a participé à un atelier et qui a dit, mais vous y arrivez en 3 heures, c'est quand même super rapide. Alors qu'au début, c'était, mais attendez, 3 heures pour parler de ça, ça me paraît énorme. Il y a Christelle Guillon qui a levé la main. Oui. Yes. Oui, merci pour le partage. Moi, j'avais une question, savoir si ce travail que vous avez fait sur le domaine des compétences a ouvert la porte sur d'autres sujets. Je pense notamment quand on travaille sur les compétences, aujourd'hui, on parle beaucoup des soft skills. Du coup, on va sur la culture d'entreprise, sur les valeurs communes. Voilà. Est-ce que derrière, vous avez l'idée aussi ces parties-là qui sont parfois un peu plus touchy, on va dire, quoi. Bah, vous avez tout deviné. On vient tout juste de retravailler nos valeurs d'entreprise et donc on va venir tout de suite mettre à jour nos compétences communes parce qu'elles sont très liées. Et c'est justement le travail qu'on est en train de faire et l'étape sur laquelle on est en train de travailler sur comment on incarne en tant que codir déjà la culture d'entreprise plutôt que de la dicter parce qu'on sait que ça ne va pas marcher. Donc, comment on l'incarne et comment on la retrouve dans tous les événements du cycle de vie collaborateur. Comment ces valeurs vont venir irriguer notre process de recrutement, comment ces valeurs vont venir irriguer notre communauté managériale, etc. Donc, ce n'est pas forcément des sujets qui sont directement liés à la démarche compétences, mais qui sont la suite de réflexions qu'on a une fois qu'on commence à lever et à soulever tous ces sujets de compétences, de clarté d'entreprise, de transparence des valeurs, de transparence des rémunérations, etc., c'est vraiment très lié. Et peut-être pour compléter, vous avez entendu Orlan et Joël parler de compétences communes, de compétences managériales. En fait, notre façon de travailler, il y a 3 grands types de compétences. Les compétences communes qui reprennent en fait les éléments clés d'une culture de l'entreprise. Et j'ai même une entreprise qui a pris ces valeurs et qui a dit maintenant, moi, je veux structurer ces valeurs en compétences communes, en compétences culturelles, on pourrait dire. Comment ça se traduit très clairement dans les compétences quand on intègre ces valeurs? Il y a les compétences managériales et ce qu'on appelle les compétences transverses, c'est-à-dire toutes les compétences utilisées dans les différents métiers. On ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est juste pour faire le lien, du coup, et expliciter et répondre à votre question, Christelle. Est-ce que ça répond à votre question, Christelle? Oui, parfait. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous revient d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je continue, j'en avais une sur le recrutement. Est-ce que vous vous en servez pour recruter en fait de ces fiches de compétences? Parce que c'est pas toujours évident quand on ne connaît pas la personne en fait en face. On s'en sert déjà quand on va avec le manager faire le brief de poste, venir lui demander quel niveau sur les compétences de sa fiche de poste est attendu, parce qu'on a un niveau junior, un niveau confirmé, un niveau senior. Donc, on va venir déjà demander au manager. Et pour chacune des compétences, on est venu mettre le bon grade de niveau attendu en fonction de notre seniorité de poste. Donc, ça va déjà venir structurer avec le manager d'être sûr de ce qu'il attend et de ce qu'il recherche en termes de profil. Et puis après, on fait des choses très simples. On fait des copier-coller de nos missions principales pour faire nos annonces. Après, on les rend un petit peu plus sexy parce que c'est vrai que les fiches de poste, c'est pas toujours très attractif, mais très clairement, c'est le même fond qui est diffusé. Et puis, quand un collaborateur vous dit quand un candidat vous pose des questions, mais quelle est la culture d'entreprise? Comment ça se passe pour le plan de formation? Comment ça se passe pour les mobilités? C'est des questions qu'ils ont de plus en plus, parce que tout ce qui est perspective d'emploi et qu'est-ce que je vais apprendre dans l'entreprise que rejoins devient un des enjeux forts de leur choix d'entreprise. Que ça soit un manager ou que ça soit une RH en face, on va répondre exactement la même chose parce que c'est des process qui sont maintenant clairs chez nous. Donc, ça nous sert très directement sur les recrutements. Et puis, mine de rien, recevoir son contrat de travail avec directement la fiche de poste, c'est hyper rassurant aussi.
Avant, on envoyait les fiches de poste, mais c'était tellement générique, je ne pense pas que ça envoyait le même impact que ce qu'on a maintenant. Et peut-être pour compléter, Christelle, les fiches de poste, enfin, les fiches emploi, qui sont en base des fiches de poste telles qu'elles sont créées, on définit à chaque fois la finalité, c'est-à-dire la raison d'être, et ce que, in fine, le poste va apporter à l'entreprise, ses missions clés. Et les missions clés, ce n'est pas 50 bullet points, c'est entre 3 et 5, maximum 7 points clés. Du coup, ça devient beaucoup plus concret qu'une fiche de poste très détaillée où, évidemment, on ne peut pas tout aborder lors d'un entretien et en plus, la personne, ça ne lui parlera pas parce que ça parle d'une culture qu'il n'a pas encore. Est-ce que ça répond à votre question, Christelle? Oui, très bien, merci. D'autres questions? Hein? Du coup, ce qu'on vous propose avec Anne, c'est de vous présenter notre point de vue optime qui vient sous-tendre tout ce qu'on a fait. On a eu la chance de faire avec Orlane et Joël au sein de Fool et mettre des éléments de méthodo plus clairs. Je te passe la parole. Merci, je reprends la main et quelques slides rapidement. Alors, sachant que l'essentiel a été dit, donc voilà, on va passer assez vite. L'idée, c'est de vous partager un peu comment travaille Optime sur ces démarches compétences. Déjà, vous l'avez, j'espère, touché du doigt là ce matin dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'abord se centrer sur les enjeux de l'entreprise, la culture de l'entreprise, le vocabulaire de l'entreprise et vraiment de travailler sur des enjeux de développement, d'engagement, de vraiment avoir des questionnements sur ce qui est clé, ce qui fait quelles sont les compétences clés de l'entreprise, de ne pas vouloir être exhaustif parce que sinon c'est juste impossible. Et voilà, ça permet sinon on va vers l'usine à gaz qui n'est absolument pas pragmatique et pas du tout opérationnelle comme démarche. Donc vraiment d'identifier aussi, et ça c'est important, les emplois sensibles. Qu'est-ce qu'un emploi sensible? C'est soit un nouvel emploi qui va se développer fortement ou avec des compétences rares sur lesquelles il va falloir axer les recrutements, axer principalement et en priorité la fidélisation. Mais ça peut être aussi des emplois qui sont en forte évolution, voire qui vont disparaître pour certains. Voilà, de dire comment est-ce qu'on travaille sur ces emplois et sur les personnes qui les occupent pour voilà, développer, modifier, leur faire acquérir de nouvelles compétences, transmettre aussi peut-être des compétences qu'ils ont. Voilà, donc ça permet vraiment d'identifier ça en termes de perte de compétences ou de connaissances et surtout de dire voilà, quels sont les enjeux de demain et quels sont les emplois qui vont être beaucoup impactés. Vous parliez de l'IA tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là dans les entreprises aujourd'hui de l'impact de l'IA, même si on ne touche pas du doigt la totalité de ce que ça va donner demain. Chez Optime, on est extrêmement attentif à avoir une approche pragmatique. Pour nous, une démarche compétence, elle est réussie s'il y a deux choses, c'est que les livrables sont utilisés et les équipes en place dans l'entreprise se sont appropriées la démarche et sont tout à fait autonomes pour pouvoir les faire vivre. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on ne vise ni la perfection ni l'exhaustivité, mais vraiment des outils qui seront utiles à tous et qui seront opérationnels. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure, on est beaucoup sur, voilà, c'est ce qui fait notre ADN Optime, hein, les démarches participatives de faire avec les personnes, les impliquer à tout niveau de l'entreprise. Et ce qu'on disait, c'est déjà partager un langage commun et que quand on parle fiche emploi ou fiche de poste, ce ne soit pas que du langage RH, ce que j'ai tendance à appeler moi de la RHerie, mais vraiment que ça devienne vraiment un langage unique au sein de l'entreprise. D'où l'importance, effectivement, de faire des groupes de travail. En fait, les livrables, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est facile à faire. L'IA nous les génère aujourd'hui. Enfin, faire une fiche de poste, c'est pas compliqué. Faire une fiche de poste qui parle à tout le monde, qui soit appropriée, qui transpire la culture de l'entreprise, qui soit appropriée en termes de mots, de vocabulaire et dans lesquels les salariés se retrouvent, ça, c'est déjà plus complexe. Voilà. Et donc, ça nécessite l'aide des collaborateurs parce qu'il n'y a qu'eux qui savent ce qu'ils vivent au quotidien.
Et en toute transparence, on utilise, nous, des outils pour générer des bases de travail de fiches emploi qu'après, on retravaille effectivement lors des groupes. Alors, ça, on en a parlé tout à l'heure, et la question qu'on avait, nous, on est vraiment convaincus qu'une démarche compétence, elle concerne tout le monde dans l'entreprise. C'est vraiment extrêmement important. On a beaucoup parlé du CODIR, de la direction, du management, bien entendu des équipes RH, de l'ensemble des collaborateurs et du CSE. Voilà, c'est vraiment important d'embarquer aussi les représentants du personnel pour qu'ils s'approprient aussi ce langage-là et qu'ils voient comment on travaille et comment ça peut leur servir aussi. Et dans le dialogue avec la direction, j'allais dire au quotidien. Vous dire aussi, et ça c'était dit tout à l'heure, on est assez convaincus que ces démarches, c'est un socle. Au-delà du langage commun, ça fait vraiment le lien entre les enjeux de l'entreprise et puis les enjeux, j'allais dire, humains, entre les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. De dire, voilà, on vient parler de leur travail et de leurs compétences, et ce que tu disais, Joël, très vrai tout à l'heure, c'est de dire, ils sont enfin reconnus, en tout cas, ça participe à la reconnaissance des compétences qu'ils mettent en place. Et surtout, si je remonte d'un point de vue stratégique, RH et direction, ça permet quelque part aussi d'alimenter et d'avoir un dialogue sur tout ce qui est politique RH et le management dans l'entreprise. Vous en avez parlé sur l'image employeur, le parcours, l'expérience collaborateur dès le recrutement, la fidélisation via la formation, les parcours professionnels. Et alors, nous, ce qu'on constate aussi, qui est intéressant et qui est un vrai enjeu aussi dans l'entreprise, c'est de rendre les collaborateurs et les collaboratrices acteurs de leur parcours. On entend encore beaucoup, non, mais c'est mon manager qui sait, c'est les RH qui vont me proposer, et moi, qu'est-ce que je veux faire? Et d'avoir effectivement cette visibilité sur les autres emplois, des compétences à mobiliser, ça aide à se projeter et à mesurer les écarts et de se dire, voilà, moi, j'ai besoin de développer telle et telle compétence, donc comment on y va, qu'est-ce qu'on en place dans l'entreprise. Les livrables, rapidement, voilà, on en a parlé. Alors, on n'a pas montré vos exemples, Joël et Orlane, d'une fiche emploi ou en tout cas, c'est intégré aujourd'hui dans votre SIRH. Voilà, quand on parle d'une démarche compétence, c'est effectivement, déjà, par repartir de la cartographie aussi des emplois. Ça permet de la partager avec toute l'entreprise en disant, voilà tous les emplois qu'on a dans l'entreprise, d'avoir une base de compétences et une base de connaissances aussi qui est partagée et qui se traduit effectivement par des fiches emploi que, comme disait Emmanuel tout à l'heure, volontairement, et ça c'est extrêmement frustrant au début pour les participants, on limite en termes de mission, on est vraiment sur des missions principales et pas des listes à l'après-vert, parce que sinon c'est très rapidement inopérant et inutilisable. Et quelque chose que les salariés comprennent bien, enfin les groupes de travail, quand je leur dis, en fait, il y a un paradoxe. Plus vous voulez décrire, parce qu'au début, ils disent, mais avant, on ne va pas tout décrire, il va manquer des choses. Mais plus on veut décrire, et plus on oublie de choses, en fait. Donc, se centrer sur l'essentiel, c'est s'assurer que tout le monde est centré sur l'essentiel et que la compréhension est sur l'essentiel. C'est ça. On parlait, alors, souvent, on nous pose la question combien de temps? Alors, en général, c'est 3 à 6 mois. Effectivement, c'est à la fois, nous, notre enjeu, c'est de donner du rythme et en même temps, se donner du temps pour bien faire les choses et pas que ce soit de la course et en même temps, s'intégrer aussi dans le rythme et le planning de l'entreprise. Les grandes étapes d'une démarche compétence, elles sont là. Effectivement, l'importance de bien cadrer, d'organiser le projet, de communiquer, d'expliquer à quoi comment ça va se passer, de qui on a besoin. Voilà, donc c'est comme tout projet. Plus il est organisé au départ et plus c'est facile de le dérouler après, moins il est bancal, et d'intégrer dès le début effectivement la direction dans ce cadrage-là et d'avoir des chefs de projet qui soient identifiés. Une partie de préparation du référentiel et de structuration. Alors, c'est important aussi que la structure finale soit définie dès le début et validée par le comité de direction. Voilà, qu'on soit d'accord sur ce que ça va produire. Même si on n'a pas le contenu, mais en tout cas que le cadre soit défini. Voilà, pour se mettre d'accord aussi sur la forme des livrables.
Ensuite, il y a tout ce qui est groupe de travail pour définir les métiers, les compétences. Bien entendu, préparer aussi le déploiement, comment ça va s'intégrer dans les entretiens annuels, comment on s'en sert dans les recrutements, comment on l'intègre dans le SIRH. Donc voilà, c'est comment on en parle et on le porte au sein de l'entreprise. Et en transverse, voilà, du standard, mais extrêmement important, la communication et le pilotage du projet. Et d'avoir des temps réguliers avec le comité de pilotage, pour donner de l'info, pour valider, et pour réajuster, parce qu'on s'aperçoit qu'en général, ce qui se passe, c'est quand la cartographie des métiers de départ et la finalité, la version finale, on a souvent des ajustements parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des métiers qui ont bougé, qui ont évolué, qui changent un petit peu. Donc voilà, on évolue avec la réalité du terrain de l'entreprise. Et nous, on est très, très, très... on tient beaucoup à ça pour avoir une démarche participative et sincère. Pourquoi le mot sincère? Parce qu'on fait du vrai participatif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec... On ne demande pas aux collaborateurs de valider ce qui a été préparé. C'est-à-dire qu'ils sont dans la construction. Et bien entendu, c'est le management qui valide, et le CODIR, au final, valide aussi. Mais on part vraiment avec les groupes de travail, j'allais dire pas de la page blanche parce qu'on arrive avec une proposition, mais on intègre vraiment leur travail. Et donc, les participants, ils sont vraiment là pour représenter leur métier, pour parler de ce qu'ils font. Et moi, je trouve, voilà, ça crée cette dynamique parce qu'on parle réellement des compétences et du travail au sein de l'entreprise. Nous, ce qu'on apporte, c'est notre méthode, nos outils. Et on garantit quelque part le cadre de la démarche, mais tout le contenu, il est apporté par les participants. Quand Anne vous dit qu'on arrive avec quelque chose de préparé, c'est pour éviter la feuille blanche, parce que ça prend énormément de temps quand on doit commencer from scratch. Alors que là, ça rassure beaucoup les participants de dire « Ah d'accord, on va travailler à partir d'un matériel qui est apporté », quitte à ce que parfois on nous dise « Non, mais ça ne nous correspond pas, on va faire autre chose ». Voilà. Et des fois, on fait tout, mais c'est pas absolument. Et ça leur montre effectivement que ça les valorise. On fait tout ça. Bah oui, mais oui. Et ça, c'est plutôt chouette. Et donc, voilà, quand on parle conduite du changement, déjà de commencer par du participatif et d'intégrer les métiers à cette démarche-là, la conduite du changement est beaucoup plus simple. Voilà rapidement, rapidement ou pas, je ne sais pas pour les en tout cas pour moi. On n'est pas rentré dans le détail du comment on fait. Ça, après, c'est vraiment... On essaie aussi de s'adapter à la culture de l'entreprise. On parlait du langage et c'est extrêmement important, voilà, d'avoir un vocabulaire qui soit approprié à chaque entreprise, à chaque secteur d'activité, voire parfois même à chaque métier. Voilà, qui se décline effectivement dans les métiers. Est-ce qu'à ce stade, il y a aussi des questions sur les éléments de contenu de la démarche présentée par Anne? Du coup, je ne vois pas s'il y a des mains qui... S'il y a des mains, parce que je ne les vois pas toutes, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à dire « moi ». Non. Ok. Du coup... on va finir plus tôt. Moi, on a terminé le... Alors peut-être, avant de conclure, déjà un immense merci à Joël et à Orlane pour plein de choses. Bien entendu, votre participation ce matin. Richard, j'ai juste au bout et je vous donne la parole juste après. Pour deux choses, vos participations ce matin et la confiance. Voilà, c'était un vrai plaisir de bosser avec vous et votre implication dans la démarche. C'était extrêmement important et ça a permis d'avancer vite. Même si Orlane, des fois, on aurait voulu prendre plus de temps, mais on a permis d'avancer rapidement. Et alors, je m'associe complètement à ces remerciements. Merci. Nous aussi, on a beaucoup apprécié votre accompagnement, donc c'est réciproque. Merci. Richard. Justement, on parlait d'IA. Moi, c'est quasiment mon cœur de métier aujourd'hui. Vous avez déjà une offre, parce que je sais que vous en avez parlé vite fait en disant que c'était un peu... ça commençait. Mais accompagner, parce que ça pourrait être un axe, justement, d'aller voir la RH en disant je connais une structure qui peut venir réadapter les fiches de mission en incluant la partie RH, parce que moi, c'est
je travaille beaucoup aujourd'hui sur l'impact, enfin les cas métiers déjà, et donc du coup, indirectement l'impact sur votre métier de demain, parce que du coup, je regarde avec les RH, la finance, etc., comment ils peuvent utiliser l'IA. Est-ce que vous avez déjà ça comme offre? Transformer les fiches de poste actuelles en prenant en compte les IA? Oui, tout à fait. Et puis alors, je laisserai peut-être, ce serait peut-être intéressant, c'est de vous entendre, Joël et Orlan, et puis peut-être les autres RH qui sont là sur l'impact de l'IA dans vos métiers, ce que vous avez déjà perçu et puis ce qui va arriver. Typiquement, quand on a démarré, nous, chez Full, les fiches de poste existaient. C'est-à-dire que les outils existaient. Donc, on est reparti, entre autres, de ça. Donc, l'idée, c'est aussi de le faire. On n'arrive pas avec nos gros sabots en disant on va tout révolutionner. On enlève tout. Et on repart de l'existant, de ce qui va pas, en disant il y a quand même du boulot qui est fait, il faut pas, voilà, il est à valoriser aussi. Mais on repart de l'existant et on essaie de l'adapter pour en faire vraiment des outils pragmatiques. Et bien entendu, ce que disait tout à l'heure Joël et Orlan aussi, c'est maintenant avec l'IA, sur la mise à jour des fiches de poste, l'IA va pouvoir proposer des mises à jour. Ce qui est important après, c'est d'avoir quand même le regard pour dire est-ce que c'est adapté. L'IA reste un outil, donc il fait gagner du temps sur de la mise à jour et après, voilà, à valider en interne. Sinon, on revient au même principe j'ai pris mes fiches métier à l'OPIEC qui correspond à mon métier et finalement, les personnes ne s'y retrouvent pas parce qu'une IA ne connaît pas ce qu'on vit à l'intérieur de l'entreprise. Génère des choses intéressantes. Enfin, après, c'est un outil intéressant, mais effectivement, comme une base de travail, pas comme une finalité. C'est ça. Et donc, moi, j'aime bien le présenter en termes de support à la productivité parce que c'est vrai de partir d'une base de travail qui est toute rédigée, on gagne un temps de fou et après, on amène vraiment notre valeur ajoutée d'humain sur est-ce que c'est vrai, est-ce que je le challenge, est-ce que ça me représente, etc. Du coup, moi, je trouve que ça rend le job beaucoup plus intéressant. Mais c'est sûr qu'il y a des réactions. Moi, je vois, on a des équipes qui font de la formation client. Bien évidemment, on a lancé notre plateforme digitale de formation en ligne où maintenant, on peut carrément faire des scripts et avoir une voix artificielle qui vient créer des courts tutos sur comment utiliser. Et ils ont forcément une réaction qui est naturelle de « je vais perdre mon métier ». Mais il y a tout l'accompagnement justement à mettre en place sur non, tu ne vas pas perdre ton métier va certainement être transformé, impacté. Il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait qu'il n'y ait rien qui change. Mais c'est comment l'IA va pouvoir te permettre d'être plus productif et au final de faire des sujets qui vont plus t'intéresser. Oui. Nous, c'est vraiment une démarche qu'on commence tout juste à entreprendre chez Full. Et c'est pour ça qu'on veut clairement mettre l'IA dans les fiches de poste pour pas que ça devienne un sujet tabou, mais que ça soit clairement à nouveau quelque chose de transparent sur oui, ça va impacter de nombreux métiers, mais il faut surtout regarder qu'est-ce que ça va apporter au quotidien et comment l'humain reste un incontournable sur la plupart des métiers tout de même, quoi. Oui. Il y a une compétence de savoir utiliser l'IA. Tout à fait. Et important de les acquérir parce que sinon on va vite finir aussi à côté, quoi. Dépasser. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans, mais comment on maîtrise le faire avec. Voilà, c'est ça. Vraiment important. Ça parle bien de la compétence. Donc Richard, à votre disposition, s'il faut venir parler avec votre RH, n'hésitez pas, on viendra avec plaisir. Et j'ai une troisième question, parce que je vois qu'on a encore un poil de temps. Est-ce que vous traitez des sociétés aussi à l'international? Oui. D'accord. Parce que nous, là, c'est vrai qu'on a une démarche, il y a eu une démarche France, donc il y a 2 ans. Mais là, on est en train d'être poussé par des démarches groupes. Oui. Qui sont, je pense, pas simples à gérer parce qu'un poste, même si c'est équivalent dans un autre pays, avec la réglementation, il doit quand même y avoir des choses à prendre en compte, j'imagine. Oui, d'où l'importance effectivement d'être sur les missions principales, c'est ça, sur lesquelles on se retrouve, quel que soit le pays finalement dans lequel, ce qu'on a fait voilà, dans une entreprise il y a 2 ans, on a fait au niveau groupe, il y a des entités un peu partout au niveau international. On est vraiment revenu sur ce qui fait cœur métier. Et quand on parle de finalité, en fait, on dit c'est pourquoi cet emploi-là est important pour l'entreprise, où qu'on soit. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on se retrouve sur des fondamentaux communs. Je pensais à ça. L'entreprise, du coup, a beaucoup apprécié que ça
permettre de converger sur des compréhensions communes et pas sur des business units dans différents pays qui ont des visions complètement différentes et difficilement conciliables. Du coup, on les réconcilie parce qu'on fait parler les différentes BU ensemble, en fait. Après, ce qu'on fait, nous distinguons entre les compétences et les connaissances. Et on voit aussi que, je vais dire, le fine-tuning lié à un pays, lié à un métier, un emploi plus précis ou un poste, on le retrouvera dans les connaissances. Ouais. Ok. Donc oui, c'est adapté. Et puis, c'est très utile pour la mobilité internationale. D'avoir un outil, des fiches comme ça avec... et on peut intégrer dedans des spécificités par pays, par exemple. Ce qui est souvent la crainte, c'est de se dire, oui, mais nous, on est quand même différents et c'est pas possible. Et on l'a pas qu'à l'international. Non, mais nous, on le fait, nous, c'est quand même très spécifique dans notre entreprise. Déjà, dans notre service, on ne bosse pas comme les autres. Déjà, sur notre pays, en France, absolument. On l'a régulièrement. Et c'est génial. Et donc, on dit, oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ils s'aperçoivent en discutant dans les groupes de dire, bah si, finalement, un Pouillem près, on fait pareil, on a le même métier. Ou qu'ils ont les mêmes noms d'emploi, mais en fait des réalités très différentes. Donc, c'est des emplois différents, mais qui portaient juste le même, d'où la confusion entre deux BU ou entre deux pays. Et ça permet de clarifier ça. C'est ça, ça permet la clarification dont parlaient Joël et Orlan. Est-ce que ça... Oui, Richard. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, je voulais juste faire un commentaire sur ce que vous dites. Ça rassure, on va dire, l'humain et la personne de se croire différent des autres. C'est pour ça que, parce que je vois dans les outils informatiques, c'est un peu pareil. Moi, je demande des stats, par exemple, pour des outils informatiques, et puis les prestataires me disent ah oui, mais on peut pas vous fournir un canevas commun parce que vous avez tous des trucs différents. Et en fait, non. Moi, j'ai fait des dizaines de boîtes et à chaque fois, les besoins sont les mêmes. Ouais, c'est vrai que ça rassure de se dire moi, je suis pas comme les autres. Il y a un côté, je suis pas comme les autres, mais en même temps, j'ai quand même un socle commun qui nous relie. Donc, c'est côté un petit sympa à ça. Voilà, je me sens appartenir à une équipe, à une entreprise, etc. Et du coup, les deux spécificités, je suis reconnue dans ma spécificité, il ne s'agit pas d'être balayée dedans, et en même temps, ça appartient à une même communauté. Et puis, les attendus sont clairs. Enfin, je trouve que ça permet aussi, côté managérialement parlant, en tout cas, côté management, c'est de clarifier sur les attendus des différents emplois. Joël et Orlan ont tellement bien témoigné sur ce sujet. C'est bon pour vous, Richard? Oui, merci, c'est bien. Allez, dernière page de pub avant la clôture. Prochain webinaire auquel vous allez être invité le 10 juillet, on va parler, alors justement, formation management. Alors, sujet un peu tarte à la crème, on en parle beaucoup de fond. Nous, on avait envie de vous partager comment on le vit chez nos clients. Voilà, c'est pourquoi c'est encore utile aujourd'hui de former les managers et comment on rend ça utile dans l'entreprise surtout. Le 19 septembre, webinaire sur le changement. Bah oui, le changement, il est permanent. Effectivement, on n'arrête pas de changer, mais n'empêche que ça s'accompagne quand même. Et c'est important. Et puis, nos prochains rendez-vous en juin, on a une masterclass sur le régénératif, comment faire devenir une entreprise régénérative, donc lien avec la RSE. Une masterclass sur la relation, la qualité de la relation au sein de l'entreprise. Managériale ou pas management, mais qualité relationnelle. C'est ça. Et formation, gestion de projet, notamment chaîne critique et portefeuille de projet, gros enjeux aussi des entreprises actuellement. Les 23 et 24 juin, il doit rester 1 ou 2 places. Donc voilà, s'il y a de l'intérêt pour vos entreprises, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Et on est au bout de ce webinaire. Encore un immense merci à Joël et à Orlan. Au plaisir de vous recroiser en vrai sur Lyon et pourquoi pas, Orlan, sur côté de chez toi. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce matin. C'était très riche. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir. Et on vous enverra le lien vers le replay si vous voulez aussi le partager dans les entreprises une fois que le montage sera fait. Merci beaucoup et au plaisir. Très bonne fin de semaine à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.